Alors, je vais me représenter. Moi, je suis Marilène Jameau, je suis naturopathe et accompagnatrice en thérapie émotionnelle. Et donc, je suis très heureuse de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie du temps que vous m'accordez. On va parler du stress et plus particulièrement de l'évolution du stress au burn-out. Alors, je vais me représenter. Moi, je suis Marilène Jameau, je suis naturopathe et accompagnatrice en thérapie émotionnelle. Et donc, je suis très heureuse de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie du temps que vous m'accordez. On va parler du stress et plus particulièrement de l'évolution du stress au burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est le stress? C'est une réaction d'une réaction de l'organisme face à un changement de situation qui est inhabituel ou une situation d'urgence. C'est en fait une capacité à nous adapter qui va nous maintenir en vie. Il faut savoir que le stress, c'est normal. C'est vraiment la réaction qui va vous permettre de décider s'il faut vous figer, s'il faut vous en aller ou s'il faut attaquer en fonction de ce qui va se présenter à vous. Donc, à ce moment-là, l'attention, la vigilance vont augmenter, l'agressivité, pour que vous puissiez réagir si nécessaire. Le stress va se manifester par des réactions physiologiques qui vont être normales, comme l'accélération cardiaque. Votre pouls, vous allez sentir qu'il bat très fort, vous allez peut-être avoir des sueurs, etc. Donc, vous allez avoir des réactions à la fois utiles et normales, émotionnelles ou physiques. Si on rentre un petit peu dans le détail, le stress, en fait, il a plusieurs origines. Le stress peut être physique, hein, quand il y a un coup de froid et quand il fait très froid, le corps est obligé de s'adapter. Donc, c'est un stress pour le corps qui ne va pas forcément se manifester au niveau émotionnel, mais c'est un stress pour le corps. Au niveau psychologique, effectivement, bon, ça, tout le monde connaît, une mauvaise nouvelle, etc. Donc là, c'est vraiment un stress qui va être d'origine psychologique. On peut avoir un stress social si on est au travail et qu'on nous annonce qu'on va nous licencier. Un stress environnemental s'il y a une catastrophe naturelle, une inondation, notre maison risque d'être emportée. Là, on est dans le cadre d'un stress environnemental. Donc ça, c'est pour les différentes causes qui sont à l'origine du stress. Sachant qu'en première intention, je le répète, le stress est normal. Donc le stress, c'est ce qui va vous permettre de poser les bonnes actions en fonction des situations inhabituelles qui vous arrivent. Là où le stress n'est plus normal, c'est quand il ne va pas retomber. Donc, on va voir les différents mécanismes du stress un petit peu plus tard. Donc, là, je vous ai mis une échelle qui s'appelle l'échelle du stress selon Holmes et Rae, qui étaient deux psychologues américains. Ils ont mis des scores en fonction de ce qu'on peut traverser dans la vie. Donc, du moins fort, on va dire, en bas, vous avez la contravention qui est cotée à 11. Vous avez Noël qui est juste au-dessus, qui est coté à 12. Noël entraîne souvent du stress au sein des familles. Et puis, au très fort, vous avez la cotation de 100 pour tout ce qui va être mort du conjoint, séparation, divorce, etc., période de prison. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez noter quels sont les différents stress que vous traversez actuellement et quel pourrait être votre score de stress. Ça vous donnera déjà une petite idée de comment vous êtes en stress. Pour le calculer plus exactement, en fait, on considère le stress qui nous importe dans ce cas présent, un stress qui dure depuis les 24 derniers mois. Ça ne concerne pas tous les stress que vous avez eus tout au long de votre vie. C'est quel pourrait être le stress qui dure depuis longtemps, puisqu'on va parler tout à l'heure du burn-out, ce qui va nous faire passer du stress, de l'état de stress qui est un état de réaction normal, au burn-out, c'est le fait que le stress ne redescend plus. On va voir le mécanisme du stress là tout de suite. Vous allez voir que le stress, il monte, il nous permet de nous adapter et ensuite, il doit redescendre, il doit s'arrêter. Or, s'il ne s'arrête pas, c'est là qu'on va rentrer dans des périodes où ça va devenir plus compliqué, qui peuvent nous amener au burn-out. Donc, si vous voulez vous amuser à faire votre score sur cette échelle de stress, sachez que vous devez prendre des stress qui sont présents depuis les 24 derniers mois au maximum. Donc, pour calculer votre score de stress, vous regardez quels sont les stress dans l'échelle que je vous ai présentée tout à l'heure qui vous concernent, vous les additionnez et au total, si votre stress est de 0 à 150, vous êtes dans le cadre d'un stress modéré. De 151 à 300, vous commencez à être dans un stress élevé qui peut entraîner des risques pour votre santé. Donc, dans le cas d'un stress élevé de 151 à 300 points,
vous rentrez dans un risque d'altération de la santé qui est à hauteur de 50% si le stress n'est pas pris en compte et s'il ne redescend pas. Au-delà de 300, vous êtes considéré à avoir un stress très élevé, avec 80% de risque d'altération au niveau de votre santé, si aucune mesure n'est prise. Donc voilà, donc cette échelle va déjà vous permettre de vous situer, à savoir si vous êtes vraiment dans un stress fort, moyen ou très très fort. Quel que soit le score, sachez que la réponse est vraiment individuelle. Certains, dans les mêmes conditions, auront plus de stress, alors que d'autres en auront moins. Ce que je peux vous dire aussi pour compléter, c'est que sachez que le stress peut être aussi bien négatif, entre guillemets, par exemple, on va considérer un décès plutôt négatif en termes de stress, que positif comme un mariage. Le mariage, sur l'échelle de stress, est assez élevé. Si on y retourne, je ne sais plus, mais vous voyez, le mariage se situe à 50 points sur 100 dans l'échelle du stress. Donc, c'est quand même un stress assez important. Comment va se manifester le stress? De 3 manières. Les manifestations du stress vont être ou physiques, ou émotionnelles et mentales, ou comportementales. On peut avoir un mélange des trois ou avoir plus des manifestations physiques selon le niveau du stress. Dans les manifestations physiques, vous retrouverez les tensions musculaires, les problèmes digestifs, les problèmes de sommeil, les problèmes d'appétit. Les maux de tête peuvent être des manifestations de stress quand on a des maux de tête récurrents toutes les semaines ou 2-3 fois par mois, 3 fois par mois. Il faut commencer à regarder du côté du stress parce qu'effectivement, en dehors de toute autre cause, ça peut être un indicateur important. On peut avoir des vertiges, on peut avoir le souffle court et de la fatigue. Ça, c'est pour les manifestations physiques. Pour les manifestations émotionnelles, on peut être irritable, agité, indécis, avoir de l'inquiétude, de l'anxiété, plus que d'habitude ou alors qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On peut sentir qu'on manque de joie, être un petit peu mélancolique, avoir une baisse de la libido, des troubles de la concentration et peuvent se rajouter une faible estime de soi. Donc ça va être pour les symptômes émotionnels. Et pour les symptômes comportementaux, on peut avoir une perception négative de la réalité, penser que ça ne va pas alors que finalement, ça ne va peut-être pas si mal, mais on commence à avoir une perception un peu déformée de la réalité. On peut être désorganisé, on peut avoir des difficultés relationnelles, on peut commencer à avoir du mal à aller au travail ou à être présent dans sa famille. On a tendance à s'isoler. On peut abuser du téléphone, de la télévision. Enfin, on va s'en servir comme des refuges finalement pour quitter un petit peu la réalité qui nous est compliquée. Et on peut également trouver refuge dans le sucre, le tabac, l'alcool, etc. Et de manière à éviter en fait toutes ces situations qui vont être exigeantes. Voilà, donc ça vous permet déjà de vous situer. Alors, il n'y a pas de score dans ce tableau-là, mais ça vous montre vraiment les différentes étapes du stress. Vous voyez, si on transcrit le stress sur un tableau, ça nous donne à peu près ce type de courbe, c'est-à-dire qu'à gauche du tableau, vous voyez, on est dans une absence de stress qui est même tellement basse que ça confère quasiment à l'ennui, à l'inactivité, la fatigue et au sommeil. Là, on pourrait dire qu'on est en sous-stress. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si le trop-plein de stress est préjudiciable à la santé, au moral, etc., l'absence de stress l'est aussi. Si on s'endort, qu'on n'est absolument pas sollicité, finalement, on peut aussi tomber dans une espèce de mélancolie qui ne va pas être très, très, très positive. Donc, ici, on a à peu près sur la courbe le niveau de stress qui va faire qu'on va être dans le bon stress. On va pouvoir avancer, gérer ce qu'on a à faire et on est maintenu dans une sorte d'activité très, très positive. Ensuite, le stress peut monter vers un pic, on va dire, de stress optimal. C'est la zone où vous allez vraiment vous réaliser. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez du stress et à la fois, vous êtes en mesure de réaliser les tâches qui vous sont données dans votre travail, dans votre famille, etc., ou que vous avez choisi de faire. Donc, ce type de stress va amener de la satisfaction, de la créativité. Il est lié à la performance, la créativité, la progression, la confiance, l'initiative. C'est un bon stress. Et en gros, pour que vous gardiez la bonne santé, vous devez naviguer entre, j'ai envie de dire, un stress moyen et un stress optimal. Là où ça va devenir compliqué, c'est si vous passez de ce stress optimal à un stress qui ne va plus redescendre. C'est-à-dire que vous allez passer de la zone de réalisation à une zone où vous allez commencer à avoir
trop de charge émotionnelle, trop de charge de travail, par exemple. Et vous allez commencer à avoir du mal à gérer ce trop-plein. Et ça va commencer à amener des troubles physiques, des troubles émotionnels. Vous allez commencer à vous sentir peut-être moins en confiance, moins performant. Et commence une dégringolade qui peut descendre très très bas si on n'y met pas un stop assez rapidement. Donc, vous voyez, dans le côté excès de stress, on retrouve la pression, la fatigue, l'anxiété, la résistance, l'épuisement, la perte de contrôle, la panique, le burn-out, la dépression. Donc, ça peut vraiment se dégrader de manière très forte et du coup, ça peut être compliqué après de remonter. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans le stress, c'est qu'à partir d'un certain point, c'est quand même compliqué. Enfin, ça va prendre du temps de revenir en arrière. C'est vraiment important d'être attentif aux signaux. Donc, si on est effectivement dans une période de stress qui est trop longue, et le stress va entraîner des conséquences physiques et des conséquences en termes d'altération de votre santé. Donc, on va avoir une accélération du vieillissement, on va avoir un déficit nutritionnel, l'immunité également est très sensible au niveau de stress. Donc, on va avoir une baisse de l'immunité. On peut avoir justement des signes physiques tels que des ulcères de l'estomac, on peut avoir des problèmes gynécologiques, des problèmes de santé mentale et des maladies. Donc, les conséquences en termes de santé du stress sont très importantes. C'est pour ça que je vous invite à faire votre petit score avec l'échelle qu'on a vue au départ. Ça vous donnera déjà une idée de où vous vous situez. Et s'il faut commencer à mettre en place des actions pour revenir à quelque chose de plus physiologique. Alors, karoshi, c'est un mot japonais. Et en fait, c'est la notion de mort par dépassement au travail. Vous en avez certainement entendu parler pour la plupart d'entre vous. C'est une notion qui est apparue à la fin des années 60 au Japon. On entendait parler, alors pour ceux qui sont, j'ai envie de dire, dans la cinquantaine et qui regardaient la télé quand ils avaient 10 ans, on entendait parler des Japonais qui mouraient au travail de crise cardiaque ou d'AVC sur leur lieu du travail. C'est quelque chose qui a commencé à être décrit à la fin des années 60 et qui était un peu exclusif au Japon à cette époque et qui est présent aujourd'hui, alors même on ne le nomme pas comme ça évidemment, mais qui est présent aujourd'hui en Europe. Depuis les années 90. Ça équivaut au burn-out, en fait, au fait qu'on aille beaucoup trop loin dû à une pression qui ne cesse en lien avec le travail. Donc, voilà, c'était une petite digression pour vous situer un petit peu depuis quand on parle de burn-out, de stress au travail. Donc, vous l'avez compris, on passe du stress chronique au burn-out en étant d'abord stressé, puis un stress qui ne va plus redescendre. Et ce stress qui ne va plus redescendre, finalement, va finir par nous mettre dans des dispositions qui vont faire qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir tenir. Et il faut savoir qu'au niveau physique, c'est caractérisé par une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est sécrétée par nos surrénales, notamment le matin, pour qu'on puisse démarrer, se mettre en forme et tout. Et le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée quand on a besoin de s'activer un peu, de répondre à une demande, à une activité qu'on doit faire un petit peu en surplus. Et effectivement, une fois qu'on a répondu à cette demande et qu'on a réalisé cette activité, normalement, le cortisol redescend. Mais dans le cas du stress chronique, justement, le cortisol ne redescend pas et il va jusqu'à l'épuisement, puisqu'à un moment donné, quand il n'y a plus de cortisol, nos surrénales sont épuisées et nous aussi. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ça le mécanisme du stress chronique au burn-out. Je vais continuer par l'histoire de Bénédicte. Bénédicte, c'est une jeune femme de 28 ans qui est venue me voir la première fois en janvier 2020. C'est une jeune femme qui était très investie dans son travail, mais qui n'y arrivait plus et qui sortait déjà d'un mois d'arrêt de travail. Et elle avait vraiment du mal à s'y remettre. Et en fait, on a travaillé en naturopathie, on a revu son alimentation, on a trouvé des compléments adaptés à sa situation et on a fait le point aussi en émotionnel et pour transformer ce qui pouvait être des freins à son épanouissement au travail ou au fait qu'elle ait du mal à éventuellement dire non ou à refuser des tâches qui venaient se surajouter à ce qu'elle avait déjà à faire. Et donc, notamment, on a transformé chez elle le fait de vouloir tout contrôler, le fait qu'elle avait une loyauté surdimensionnée au travail. Elle ne pouvait pas se retirer si elle s'était engagée, même si ça ne la concernait pas finalement. Voilà, donc c'était très compliqué pour elle de dire non. Elle avait un désir de perfection très important et très compliqué de lâcher prise. Donc en fait, on a travaillé ces points-là.
pour lui permettre d'être plus confortable au travail. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que dans le burn-out, il a été décrit un profil plus un contexte. En fait, un burn-out ne va pas arriver par hasard. Il va arriver parce qu'il y a une situation de stress, mais parce que potentiellement, vous avez déjà dans votre personnalité un profil qui va faire que cette situation, elle va peut-être plus vous impacter vous que votre voisin ou votre collègue de travail. Donc, ce profil qui est reconnu aujourd'hui, il a été décrit notamment par Marina Bourgeois, qui a écrit un livre sur le burn-out, dont je vous ai mis les références juste en bas. On retrouve chez les personnes qui sont sujettes au burn-out d'avoir le désir de bien faire qu'on avait donc chez Bénédicte. Ce désir de bien faire jusqu'à la perfection, même quand ce n'est pas forcément demandé, ces personnes vont vraiment essayer de toujours bien faire jusqu'à l'excès. L'implication souvent dans le travail est très très forte. Et le travail est une valeur centrale de la réalisation personnelle. Donc, ces personnes sont souvent endurantes et résistantes et du coup, elles n'ont pas l'habitude d'écouter les signaux qui vont leur dire que peut-être là, elles vont trop loin ou que ça dure depuis trop longtemps. Ce qui fait que comme elles n'ont pas l'habitude de s'écouter, quand tout d'un coup, elles entendent, parfois, ça commence à être déjà un peu tard. Souvent, il y a un contexte de difficulté familiale, mais ça n'est pas systématique. Et il y a souvent un contexte de faible estime de soi. Si vous avez des points qui vous concernent, ça peut être très intéressant d'aller les regarder, sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a également un contexte. Il n'y a pas que le profil, il y a également un contexte. Il faut savoir que le contexte, c'est un contexte de charge de travail souvent élevée, avec parfois un travail où on manque d'autonomie, donc où on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants. On peut être un peu perdu dans ce qu'on fait, en fait, dans pourquoi on le fait et vers où ça va. C'est-à-dire que il y a parfois une perte de sens. Je pense que je le mets un peu plus tard, mais il y a parfois une perte de sens dans ce qu'on fait. D'ailleurs, oui, c'est ce que j'avais mis, peu ou pas de participation aux décisions qui sont liées aux tâches qu'on exécute. Il n'y a souvent pas forcément de reconnaissance au niveau managérial, donc c'est quelque chose qui est très pesant. Et on parle de faible soutien social, que ce soit dans l'encadrement familial ou que ce soit en lien avec les collègues. Donc, quand vous avez l'ensemble de ce contexte, plus un profil favorable, attention, vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder si ça ne pourrait pas basculer. En tout cas, si vous avez déjà des petits signes, attention, observez bien le contexte. Ça peut être intéressant de le regarder. Donc, dans le contexte, on a souvent également un déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance qui est obtenue par la part de l'employeur ou du supérieur immédiat, que ce soit au travers du salaire, de l'estime, du respect, etc. Dans les cas de burn-out, il y a souvent des contextes de harcèlement. Donc, attention à bien repérer ça également. Alors, j'ai une question. Alors, j'ai une dame qui me dit qu'elle a eu un burn-out il y a 2 ans et que son stress n'est pas encore réglé. Est-ce que ça va passer? Donc, effectivement, la particularité du burn-out et de l'état de santé en lien avec le burn-out, c'est que, je dirais, c'est comme on a chacun un niveau de résistance qui nous est propre. Et c'est comme un élastique, quoi. Si on l'étend, à un moment donné, et que cette extension est maintenue pendant un temps, je pense que vous avez tous fait cette expérience-là, quand vous allez relâcher l'élastique, il ne va pas revenir à l'état initial. Il est un peu plus relâché qu'au départ. On a un petit peu dépassé ses capacités de résistance. Et bien, dans le burn-out, c'est un petit peu ce qui se passe également, c'est-à-dire que quand vous êtes allé trop loin dans vos capacités de résistance, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il va vous falloir du temps. Il va falloir beaucoup de temps au corps pour revenir à l'initial. Et c'est pour ça que dans le cadre d'un accompagnement, on va toujours regarder et du côté de la naturopathie et du côté émotionnel. Parce que comme on l'a vu, il y a souvent un contexte et un profil. On va d'abord en naturopathie remonter la personne, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'il manque du magnésium, du calcium, enfin, quels seraient les compléments qui permettraient à la personne de vraiment déjà se recharger, parce que quand on est en état de stress, on mange tous nos minéraux. On manque de tout ce qui fait qu'on peut résister. Donc, à un moment donné, c'est aussi pour ça que ça lâche. C'est parce qu'on a plus ce qu'il faut pour résister. Donc, en naturopathie, on va d'abord remonter le corps.
Et une fois que le corps est remonté, on va venir transformer éventuellement en émotionnel, ce qui peut être nécessaire quant au profil. Mais c'est vrai que la priorité, c'est de remonter la personne. Et pour ça, ça va prendre quelques semaines à quelques mois. C'est-à-dire que dans le cadre du burn-out, il y a vraiment des carences, des carences nutritionnelles ou des carences de minéraux qu'il va falloir remonter. Et ça, s'il vous a fallu des semaines et des mois pour arriver en état de burn-out, comptez qu'il vous fera aussi des semaines et des mois pour en sortir. Alors, ça peut paraître un peu décourageant ce que je vous dis, mais comme sous toute situation, les situations dans lesquelles il faut du temps pour rentrer, il faut souvent du temps pour en sortir, et il n'y a pas de baguette magique. Et plus vous prendrez ce temps pour vous remonter, et plus vous pourrez mieux appréhender le futur. Mais c'est vrai qu'il faut du temps. Dans le contexte, il y a également souvent le fait qu'il y ait une communication insuffisante entre la direction et les employés concernant la vision et l'organisation de l'entreprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment souvent une notion de perte de sens. C'est-à-dire qu'on fait un travail, mais qui n'est plus trop, on ne sait plus où, pas forcément pourquoi, peut-être pour qui. On se sent un petit peu déconnecté finalement de l'entreprise. Donc ça fait partie vraiment des éléments très importants dans le cadre du contexte. Le fait de se faire accompagner si on est déjà en burn-out ou si on sent qu'on pourrait basculer vers quelque chose qui s'en approche parce que ça fait déjà longtemps qu'on est en état de stress et qu'on sent qu'on gère de plus en plus mal cette situation parce que, par exemple, on a souvent mal à la tête, parce que, par exemple, on tombe malade à chaque vacances, parce que on est de plus en plus irritable avec son entourage, on a du mal à se sortir de la fatigue. On prend des semaines de vacances, mais on revient et on est aussi fatigué que quand on a pris la semaine de vacances. Bon, tout ça, c'est des petits signaux qui doivent vous alerter. Et le fait de se faire accompagner quand on identifie tous ces petits signaux, ça va permettre justement de pas laisser la problématique se dégrader de manière trop importante. Et ça vous permet justement de vous remettre vraiment où vous devez être, d'aller corriger ce qui doit être aussi bien au niveau physique qu'émotionnel, pour que vous puissiez vraiment vous remettre là où vous devez être et comprendre qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir continuer et de sortir de cet engrenage. Donc, le fait de se faire accompagner va permettre de faire un point sur sa situation et de mettre en place les actions qui vont être prioritaires et adaptées pour un changement le plus rapide possible. Il faut savoir que le burn-out, aujourd'hui, c'est la première cause d'absence prolongée au travail. Alors, au Canada, je cite le Canada parce que j'avais les chiffres, notamment de l'assurance maladie, parce que ça fonctionne un petit peu différemment de chez nous là-bas. Je n'ai pas cherché pour la France, mais il faut savoir qu'au Canada, c'est 40% des prestations d'invalidité, l'arrêt de travail prolongé en lien avec le stress. Et en Europe, au travail, c'est 1 cas sur 2 d'absentéisme qui est causé par le stress chronique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important et même, je dirais, d'insidieux parce qu'on ne le voit pas forcément venir. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que, alors depuis le début, on parle du burn-out au travail. Le burn-out, aujourd'hui, est identifié comme une pathologie en lien avec le travail. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on commence à entendre parler de burn-out parental. Donc, il y a quand même d'autres situations qui ne sont pas forcément apparentées au travail, dans lesquelles on peut se retrouver en burn-out. On sait aujourd'hui, je parlais du burn-out des parents, mais on sait aujourd'hui que les aidants, quand vous avez quelqu'un de malade à la maison et que vous devez vous en occuper, ça peut très bien aussi mener au burn-out. Donc, c'est vraiment important dans ces situations également de se faire accompagner. D'ailleurs, pour les aidants, il y a des associations aujourd'hui qui accompagnent très bien. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à les contacter parce que c'est vraiment très, très important de se faire accompagner. La différence entre la dépression et le burn-out, c'est que dans la dépression, le travail ne serait pas la première cause. Il peut être un facteur aggravant, mais il y a souvent d'autres facteurs qui peuvent être familiaux, etc. Le travail n'est pas à lui seul la cause, alors que dans le burn-out, aujourd'hui, dans la définition du burn-out, c'est vraiment en lien avec le contexte du travail. Alors, comment un suivi en naturopathie pourrait vous aider ? Si vous identifiez que vous avez déjà des handicaps du style vous êtes perfectionniste, vous ne savez pas dire non, effectivement, ça peut être des clés de modifier ces caractéristiques ou en tout cas de les assouplir pour que vous puissiez être investi, tout autant investi dans votre travail, mais pas jusqu'à vous en rendre malade, pas jusqu'à ce que le stress ne puisse pas retomber. Après, il faut savoir que quelle que soit la prise en charge, elle est toujours personnalisée
et on va regarder quelles sont les priorités de la personne. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes très, très, très fatigué, il est probable que l'on commence par d'abord remonter le corps et ensuite on va s'occuper des caractéristiques ou des émotions à transformer. Quelques clés, si vous sentez déjà que vous êtes dans un stress important, apprenez à anticiper. Alors c'est vrai que quand vous connaissez bien l'expression la tête dans le guidon, je suppose, ben c'est vraiment ça qui mène au stress, c'est-à-dire que on ne se pose plus et on ne prend pas le temps de voir qu'est-ce qu'il faut faire en priorité. Tout devient priorité, donc en fait on est écrasé sous la charge de travail ou de tâches et on n'arrive plus à y voir clair pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins. Donc c'est anticiper peut être une façon de vraiment y voir un peu plus clair, prendre le temps de se poser, de réfléchir et de voir est-ce que ce qu'on me demande est bien dans le cadre de mes tâches et si oui, comment je peux organiser les choses pour que je puisse arriver à faire tout en temps et en heure. Donc, c'est important d'être conscient du temps qui est à notre disposition et pour pouvoir savoir dire non ou au moins dire que là, ça risque d'être compliqué de rendre le travail en temps et en heure compte tenu de la charge que vous avez déjà. Il y a probablement des habitudes de vie à transformer. Dans les habitudes de vie, donc ça peut être, alors on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est vrai que si on ne dort pas très bien ou on se couche trop tard ou on n'a pas assez d'activités sportives, il y a aussi des éléments à introduire dans notre mode de vie qui vont faire que quand même on va avoir une meilleure résistance au stress. Donc on va les détailler un peu plus loin. Donc pour optimiser son mode de vie, on peut déjà adopter une pratique sportive régulière. Hein. Bon, après, je ne suis pas la première à vous le dire, je pense. Au moins 30 minutes de marche par jour. Alors comment on peut faire ça? On peut faire ça en garant plus loin sa voiture pour être obligé de marcher en allant au travail. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins en télétravail, donc ça peut paraître compliqué, mais il faut se forcer à sortir, il faut se forcer à marcher un peu, le programmer dans son emploi du temps. Si vous ne pouvez pas faire 30 minutes, faites au moins un quart d'heure, mais c'est important de s'aérer et de faire des breaks au quotidien et dans la semaine. Très, très important. Ce qui peut mener aussi de manière insidieuse au burn-out, c'est toutes ces situations, et le télétravail justement en fait partie, parce qu'en fait, on est dans des situations aujourd'hui où on ne sait plus où commence le travail et où il finit, puisque tout est mélangé. On est à la maison au travail, parfois les enfants sont à côté. Ça devient quand même très, très compliqué. On a du mal à compartimenter. Or, c'est le fait de compartimenter à certains moments qui va vous permettre aussi de récupérer, de couper, de penser à autre chose, de vous faire plaisir, d'aller profiter de vos enfants, d'un film, de copains, peu importe. Donc, attention à cette dérive qu'on voit actuellement du travail à toute heure. On voit bien que tout déborde un petit peu partout. Donc, au travail, c'est pareil. Les mails que vous recevez le dimanche soir ou du lundi au mardi dans la nuit, bon, vous n'êtes peut-être pas obligé d'y répondre dans la nuit et c'est peut-être pas normal non plus d'en recevoir à ce moment-là. Donc, attention à tous ces petits détails qui font qu'on n'a plus vraiment de cadre. Donc, essayez de voir où est votre cadre de travail, s'il y a bien un début, une fin, si c'est bien, bien clair. Et si ça dérive depuis longtemps, essayez de voir si vous ne pouvez pas un peu réduire ce cadre à quelque chose qui est plus normal pour vous. Je vois que j'ai une question. C'est quelqu'un qui me demande comment une mauvaise alimentation agit sur le stress. Est-ce que ça empire ou est-ce que ça diminue? Dans l'alimentation, chaque jour, finalement, il y a des minéraux, des vitamines, etc., des éléments qu'on doit avoir dans l'assiette. Et tout ce qu'on va avoir dans l'assiette va faire que notre corps va s'en servir. Et par exemple, si vous êtes en stress, la première chose que vous pouvez faire, c'est une cure de magnésium. Le magnésium, il faut savoir que dans le corps, il y a plus de 300 réactions qui se font, des réactions en chaîne de transformation qui vont se faire grâce au magnésium. Donc forcément, si on sait aujourd'hui que si vous avez un stress important, une mauvaise nouvelle, toutes vos réserves de magnésium vont partir parce que c'est le magnésium qui vous permet d'encaisser, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu familier, mais c'est vraiment ça l'idée. Hein. Donc, vous allez avoir cette mauvaise nouvelle et vous allez manger d'un coup tout votre magnésium dont on ne fait pas vraiment de réserve.
Donc, effectivement, si on ne retrouve pas ce magnésium, par exemple, tous les jours dans votre alimentation, donc au travers des fruits, des légumes, etc., à un moment donné, vous allez être plus en difficulté que quelqu'un qui va avoir une alimentation plus équilibrée. Plus votre alimentation va être déséquilibrée, effectivement, plus vous risquez d'avoir de conséquences. Vous risquez d'avoir des conséquences au niveau du stress, au niveau de votre sommeil, au niveau de la fabrication de vos hormones, par exemple, donc hormones d'adaptation, hormones du stress, etc. Donc, on va forcément regarder du côté de l'assiette dans un accompagnement parce qu'il y a en général des choses à modifier. Tout à l'heure, on parlait du fait de se réfugier dans le tabac, l'alcool ou le sucre. Et le sucre, qui est quand même un refuge très, très important chez de nombreuses personnes, est très acidifiant pour notre organisme. Et donc, il va manger tous nos minéraux. Il mange une grosse partie de nos minéraux. Donc, en fait, si on mange beaucoup de sucre et que notre alimentation n'est pas optimale à côté, on va vraiment augmenter ses risques par rapport au stress. On va augmenter les risques de diminuer sa résistance au stress. Donc vraiment, effectivement, l'alimentation est une clé non négligeable dans la gestion du stress. En tout cas, en naturopathie, c'est souvent une des premières choses qu'on va regarder. Une mauvaise alimentation plus le stress vont provoquer des carences. Effectivement, vous aurez des carences qui vont intervenir sur le stress, mais pas forcément uniquement sur le stress. Mais aujourd'hui, c'est le sujet du stress. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous supplémenter avec du magnésium. C'est vraiment la première chose que vous pouvez faire quand vous êtes en stress. Vous avez aussi, si vous avez aussi la possibilité de prendre par exemple de la spiruline pour les personnes qui connaissent ou de le découvrir pour celles qui ne connaissent pas. C'est une algue non iodée, donc si vous avez un traitement thyroïdien, il n'y a aucun souci. Et ça va déjà, c'est très, très, la spiruline, pardon, est très riche en vitamine B qui sont apaisantes du système nerveux et très riche en minéraux, en oligoéléments. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet qui va vous remonter assez rapidement. Alors, ça dépend évidemment depuis combien de temps vous êtes en stress, mais c'est quelque chose de complet et qui va bien compléter votre alimentation si vous avez conscience que vous mangez pas trop bien et en attendant de réformer votre assiette, vous pouvez déjà vous supplémenter en spiruline et ou magnésium selon votre niveau de stress. Donc, comment optimiser son mode de vie? Donc, effectivement, en plus de l'alimentation, faites attention à votre sommeil parce qu'on a tous chacun un nombre d'heures nécessaires de sommeil et c'est quand même assez difficile de le diminuer. Donc, il y a des personnes qui vont très bien supporter de peu dormir sans trop de conséquences et d'autres personnes un petit peu moins. En tout cas, soyez attentifs à la qualité de votre sommeil parce que on parlait de l'alimentation juste à présent. Je vous donne un exemple. Si vous dormez mal, vous avez des hormones, notamment de la satiété, qui ne vont pas être sécrétées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la journée qui va suivre? Vous allez manger plus. Si vous allez manger plus, souvent, c'est des sucreries. Et on est dans un cercle vicieux qui va faire de nouveau, on se prépare à ne pas pouvoir gérer le stress. Donc, attention à votre sommeil, attention à la qualité de votre sommeil. Selon les périodes, effectivement, chez les femmes, à partir de 40 ans, parfois le sommeil commence à se dégrader. Soyez très attentive à ça. Il y a souvent des phénomènes hormonaux qui se mettent en place. Donc, parfois, en rééquilibrant ces phénomènes hormonaux, on arrive à retrouver un sommeil de qualité et du coup, on recule cette période de stress qui pouvait éventuellement arriver. Gérer ses émotions, vous l'avez compris, on en a pas mal parlé depuis le début. Donc, au niveau des émotions, si vous avez certaines émotions que vous avez du mal à gérer depuis longtemps ou certaines choses qui se répètent dans votre vie, à chaque fois que vous changez de travail, c'est toujours la même situation, vous êtes toujours harcelé ou vous avez toujours des collègues avec qui vous avez du mal à vous entendre. Voilà, des choses qui se répètent, ça vaut le coup d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a à changer pour que ça s'arrête et que ça ne se reproduise plus. N'hésitez pas à vous accorder de vraies pauses et soyez attentifs à ce que vont provoquer les pauses chez vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous partez en vacances 8 jours et que vous revenez et que vous êtes aussi fatigué alors que vous vous êtes reposé pendant ces vacances, attention, c'est vraiment une petite alerte. Regardez pourquoi vous êtes si fatigué et si ça peut être en lien justement avec un stress important dont vous n'avez peut-être pas pris conscience. Donc, être attentif à la composition de son assiette, on l'a dit. Et puis, ne pas hésiter à se complémenter, comme je vous le disais tout à l'heure, dès les premiers signes de stress. Alors, pour finir et conclure l'histoire de Bénédicte,
Sachez qu'après quelques semaines de suivi, elle a pu reprendre son travail. Elle était du coup plus en capacité de demander de l'aide si besoin, parce que parfois c'est ça aussi la problématique, c'est que on ne sait pas demander d'aide, on ne sait pas comment faire ou on ne veut pas. Elle sait beaucoup mieux doser son engagement en fonction de l'enjeu et elle est capable de se désinvestir, en tout cas, de ne pas prendre en charge des sujets ou des dossiers qui ne la concernent pas vraiment. Elle sent qu'elle maîtrise son domaine et quelques mois après son accompagnement, elle a évolué vers un nouveau poste avec un projet qui lui convenait parfaitement bien. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que on peut traverser des périodes de stress, on peut traverser un burn-out, et en changeant quelques éléments, on peut aussi mettre ça derrière nous et faire que ça ne se reproduise plus jamais dans notre vie. En conclusion, hop, vous l'aurez compris, pour transformer son stress et le ramener à un niveau physiologique, on va, dans le cadre d'un accompagnement, en tout cas, on va optimiser l'alimentation, le mode de vie et transformer ce que j'appelle, entre guillemets, les handicaps, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place qui nous a peut-être servi à un moment donné, mais qui à l'heure actuelle, ne nous convient plus, voire nous dessert. Donc, voilà toutes ces clés. Vous pouvez déjà essayer par vous-même de regarder où vous en êtes de l'alimentation, comment au niveau de votre mode de vie, est-ce que vous pourriez réorganiser des choses. En tout cas, soyez attentifs au contexte dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à m'appeler, on en discute. Et puis, ça va vous éclairer un petit peu plus sur la continuité par rapport à ça. On va boucler ce webinaire maintenant. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie de votre participation. Au revoir.